Parfait. Bon, ben bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci à tous et à toutes d'être avec nous cet après-midi pour cette rencontre entre Darby Minute Bradford et Nicolas Dawson qui promet d'être passionnante et importante. Plusieurs d'entre vous se joignent parmi nous par Zoom. Bonjour à ceux et celles qui sont avec nous. Bonjour sur Zoom, d'est en ouest du pays, de Montréal à Vancouver, tandis que on a d'autres personnes aussi qui sont dans la chaire à Victoria. Donc, avant de commencer, je voudrais souligner avant toute chose que l'Université de Victoria, où on se trouve aujourd'hui et d'où on vous parle à vous qui êtes en ligne, est établie sur le territoire non cédé des peuples Lekwungen, Kusapsun et Wasanich, les peuples salish de la côte dont le mode de vie et les traditions ont été tragiquement affectés par la colonisation européenne et le colonialisme canadien. Je ne le signale pas de manière protocolaire, mais bien plutôt parce que les conversations qu'on va avoir aujourd'hui nous obligent à remettre en question, chacun et chacune, notre positionnalité et les raisons et les manières dont nous sommes arrivés à occuper le territoire que nous occupons, à habiter les territoires où nous inscrivons nos vies et nos luttes. Les travaux de création de nos invités, que je vais vous présenter bien sûr dans quelques instants, sont ancrés dans une perspective qui ne permet pas d'ignorer comment l'État settler canadien, qui ne permet pas d'ignorer, c'est-à-dire comme l'État settler canadien nous y invite trop souvent, que le pays a été construit sur deux tragédies, le génocide des peuples autochtones et l'esclavage et la déshumanisation des peuples africains et afro-descendants. I want to go on and read to you the land acknowledgement present in every book published by Brick Books, the publishing house of Darby's two books and of the translation of Nicolas Désormais Ma Demeure that we'll talk about today. I have never read such a powerful statement by a publishing house. It is present on the credit page of every book at the bottom completely. I wanted to read it to you because it's a statement anchored in praxis that goes way above and beyond strictly performative language. So without much more ado, let me read the little land acknowledgement here. Though much of the work, okay, I'll start again, sorry. Though much of the work of Brick Books takes place on the ancestral lands of the Anishinaabe, Haudenosaunee, Huron-Wendat, and Mississaugas of the Credit peoples, our editors, authors, and readers from many backgrounds are situated from coast to coast in Canada under traditional and unceded territories of over 600 nations who have cared for Turtle Island from time immemorial. While living and working on these lands, we are committed to hearing and returning the rightful imaginative space to the poetries, songs, and stories that have been untold, undertold, wrongly told, and suppressed through colonization. Hopefully, the event today will participate and contribute to this project. Mais avant de se lancer dans la véritable conversation, je tiens aussi à remercier le gouvernement du Québec qui, en vertu des programmes de soutien à la francophonie canadienne, a rendu la rencontre d'aujourd'hui possible. Et je vous présente nos deux invités, donc une personne ici sur place et une autre sur Zoom à l'écran. Donc, si on regarde un peu de travers, c'est que Nicolas, on te voit sur le côté de la salle. Donc, ça n'a rien à voir avec un regard de travers, mais plutôt c'est l'espace qui est oblique. Donc, à ma gauche, Darby Minute Bradford is a poet and translator based in Tiohtià:ke, Montreal. Bradford is the author of Dream of No One But Myself with Brick Books in 2021, which won the A.M. Klein Prize for Poetry, was longlisted for the Grand Prix du Livre de Montréal, and was a finalist for the Griffin Poetry Prize, the Governor General's Literary Awards, and Gerard Lampert Memorial Award. House Within a House by Nicolas Dawson, Bradford's first translation, was published this year in 2023, also by Brick Books, and is currently a finalist for the Governor General's Award for translation. And Bottom Rail on Top is their second book, still published with Brick Books, that was just launched, I think, a few weeks ago, right? So we'll talk about all of those works together today. Et sur l'écran, Nicolas Dawson, qui est né à Viña del Mar, au Chili, en 82, et vit aujourd'hui à Tiohtià:ke, Montréal. Il détient une maîtrise en études littéraires, profil création, et un doctorat en études et pratiques des arts de l'Université du Québec à Montréal. En plus d'avoir publié des textes et des photos dans plusieurs revues, ainsi que dans des ouvrages collectifs, Nicolas est l'auteur de 3 ouvrages
individuelle, donc la déposition des chemins, que j'ai ici, à la Peuplade en 2010, un recueil de poésie. Il est aussi l'auteur de Animitas, un roman publié à la Mèche en 2017, et de l'essai Désormais ma demeure, publié par Triptyque en 2020, oui, voilà. Et il a coécrit avec Karine Rousseau Nous sommes un continent, correspondance Mestissa, chez Triptyque en 2021, que j'ai malheureusement oublié dans mon bureau, donc je ne peux pas vous le montrer dans la chair du livre. Et il a aussi dirigé plusieurs ouvrages collectifs. Donc, je ne ferai pas la liste de toutes leurs réalisations, mais chacun de nos invités a une feuille de route assez impressionnante pour un jeune âge malgré tout. Donc, merci à vous deux d'être ici aujourd'hui et merci au public en présence et sur Zoom d'être là avec nous. Et sans plus tarder, on va se plonger dans le vif du sujet. Donc, j'ai demandé d'abord à Darby et à Nicolas de choisir un court extrait de leur texte qu'ils veulent à nous lire. Et ensuite, moi, j'ai des questions à vous poser. Et par la suite, selon le temps qui nous restera, le public aussi pourra bien évidemment entrer en discussion. Donc, vous êtes prêts pour lire un extrait? Qui voudrait commencer? Oui. Les invités en premier. OK. C'est ça que je dis, alors Montréal en premier. Parfait. Donc, Nicolas, on t'écoute. OK. Je vais vous lire un extrait qui est un peu à la fin, qui est en fait l'extrait que j'ai lu le jour du lancement. Puis c'est un extrait auquel j'aime revenir quand même. Donc, ça se passe à un moment où je me retrouve dans un autre pays, en Espagne, à Valence. Dans mon souvenir, pris d'une panique déclenchée par je ne sais plus quel événement, sans doute banal, je traverse un soir de crise, dont je ne garde que des souvenirs succincts et que je réussis à soulager en achetant des billets de train trop chers vers Barcelone pour le lendemain, puis un billet d'avion de Barcelone à Berlin pour y rejoindre mon amoureux. À mon arrivée à l'aéroport, il pose sa main entre mes omoplates. L'anxiété demeure, se double d'une honte sans nom qui effacera les restes des souvenirs de ce séjour espagnol écourté, mais je me dis, au moins je ne suis plus seul. Nous parlerons peu de ce qui s'est passé à Valence, nous profiterons plutôt de Berlin avec cette oisiveté amoureuse qui, paradoxalement, n'est pas étrangère à la prudence. À Berlin, nous serons, mon amoureux et moi, des funambules de talent. Nous marcherons sur des œufs et construirons tous les silences nécessaires pour me maintenir sur ce mince fil de la stabilité. Ma confiance sera totale, sa diligence aussi. Cette main sur mon dos, entre mes omoplates, sera le plus beau souvenir de ma dépression. Voilà. Merci. Court extrait pour donner le ton. Donc, évidemment, ça vous a probablement intrigué et on reviendra là-dessus dans quelques instants. Je vais lire un court extrait de Bottom Rail on Top, très court. Puis ensuite, je vais lire un court extrait de la traduction pour me relancer là-dedans. Okay. Celui-là, ça s'appelle Deus Hos. Je vais juste dire, on en parlera plus tard, mais c'est dans le présent. Il y a le présent, puis après ça, il y a comme l'archive, le passé. Ça, c'est le présent. Not a poem, but my studious pain is so dark and romantic. Not a poem, but so hot and angelic, taking me out on the town in my Tasmanian teal down endowment. My very own Patagonian film is the absolute warmest kindling of guilt. Not a poem, but oh so loftily, where I might live a long time while pretty, ashamed, and jobless. Not a poem, but passing more roughage than a water closet and this holy commode that still don't fray. Calls the build-up architectonic, calls this strain a shift. Not a poem, but a savor and severance I might never be done fucking with. Et ensuite, je vais lire un des courts poèmes. Je pense que c'est le premier que j'ai traduit, alors j'ai aussi tendance à y revenir, comme Nicolas le sait. Je pense que c'est ça que j'avais fait comme échantillon. C'est tout petit comme échantillon quand j'y repense. C'était comme 15 lignes. Puis tout le monde était bien content, bien emballé. Puis ça s'est bien dessiné. Ça fait longtemps aussi que je n'ai pas lu en espagnol. Alors, Nico,
arranged before me, slices and slices, repletas de palabras, títulos y nombres, llenas de códigos y colores, according to an order that concealed itself as it kept going. Tal vez es mi memoria which crossed out, cross-hatched, scratched off, wastes its time and turns incessantly to the same object firmly stuck in the present, the implacable, unalterable present, surrounding these slices of books with an aura of the here and now, with a thick outline like a shelf without perspective, history, or depth, with a border along fronteras that blank out sentences and no longer contain anything but ditches, dribbles, smears. No hay más palabras, there are no more titles. Simple surfaces, these slices remain slices. These books remain images. Merci. Merci à tous les deux. Vous avez choisi des extraits dont je n'étais pas au courant, donc c'est parfait parce que la première question que j'avais à vous poser, les extraits que vous venez de lire, en fait, donnent quelque chose comme un aperçu de l'importance dans vos travails individuels, mais aussi dans la traduction que tu as réalisée du livre, l'importance du contact entre les langues et l'importance aussi de la relationnalité. Et pour ceux et celles qui se demandent peut-être quel est le rapport de parler d'amitié dans un événement littéraire, le titre de l'événement d'aujourd'hui, Écriture, traduction et amitié, vous pouvez peut-être vous demander justement pourquoi parler d'amitié alors que l'objectif c'est de faire connaître les textes des auteurs et invités aujourd'hui, mais vous êtes tous les deux engagés dans une démarche littéraire qui aborde beaucoup justement, comme on le voit dans les extraits, l'importance de la relationnalité et de l'amitié. Et si je ne me trompe pas, vous vous êtes d'ailleurs connus tous les deux à travers la littérature, d'abord peut-être en même temps à travers une véritable conversation entre deux individus. Vous êtes entrés en conversation aussi avec le travail de l'autre, en lisant les textes l'un de l'autre. Et Darby, cette année, tu as publié, comme je disais en intro, la traduction en anglais du livre Désormais ma demeure de Nicolas, qui est devenu House Within a House. Donc, je voudrais vous inviter à nous parler de l'importance de l'amitié qui s'est construite à travers le processus de traduction et l'aspect créatif aussi dans un processus de traduction d'un texte qui entre en contact avec plusieurs langues. Donc, je ne sais pas qui veut commencer à discuter, mais j'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus, si possible. Ouais, mais je pense qu'il y avait comme une approche, une certaine comme genre de générosité qui visait, je sais pas, comme une compréhension qui nécessitait un genre de relation. Il y avait plein d'affaires qui n'étaient pas sous-entendues. Il y avait certaines affaires entre les contacts de langue aussi, évidemment, dans l'œuvre de Nicolas, que je veux dire, je cherchais certains encadrements, je voulais mieux comprendre, mais aussi que je pouvais voir que c'était comme excessivement personnel. Puis ça valait la peine d'avoir une conversation pour plusieurs affaires, voir un peu comment Nicolas voyait tout ça. Mais aussi, je veux dire, Nicolas lit bien l'anglais. Alors, dès le départ, il y avait la possibilité d'avoir un travail un peu plus collaboratif, moins traditionnel, peut-être, de juste, je vais t'envoyer une bunch de questions, puis on verra. Puis je pense qu'on était tous les deux partants. Ça donnait un genre de care dans tout ça, qui est pas toujours présent, je pense. Puis de dire que, de un, moi, je m'enligne pour faire un travail compliqué, mais aussi que Nicolas, dans tout ça, a comme genre une confiance, puis une générosité de croire que je peux faire le travail. A certain kind of faith, maybe. Alors, je pense que c'était comme naturel de commenter tout ça avec une genre de relation, puis un échange, un dialogue. Pour moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Moi, par rapport à l'amitié, je dois dire que je sais pas ce que ça veut dire sur moi ou sur ma relation au milieu littéraire, mais j'ai beaucoup d'amitiés qui sont, j'allais dire qu'ils sont littéraires, mais en tout cas qui ont commencé par une relation qui était, disons-le rapidement, purement littéraire, là.
avec Darby, mais aussi, bon, j'ai écrit un livre avec Karine Rousseau. Karine et moi, on s'est connus à travers l'écriture de ce livre-là, à travers une correspondance. On ne se connaissait pas du tout avant de commencer à correspondre. Pierre-Luc, toi et moi, nous sommes amis aussi, puis je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main, peut-être de deux mains, le nombre de fois où on s'est vu en vrai, parce qu'on a toujours habité dans des villes différentes, mais notre amitié aussi est née de la littérature, est née de direction littéraire, tu sais. Et donc, pour moi, c'est pas très sorcier. En fait, c'est pas très rare que d'avoir des relations comme celle-là qui deviennent des relations d'amitié assez fortes, mais qui sont nées de cette drôle d'activité que nous faisons. Pour la traduction elle-même, je veux dire, je veux pas tomber dans la complaisance, mais je dois dire que c'est quand même un peu la situation idéale à laquelle je rêvais quand je rêvais dans mes rêves les plus fous qu'un jour un de mes livres allait être traduit. C'était que ce soit aussi l'occasion de développer une relation intellectuelle, littéraire et amicale également. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Darby et moi, on s'est connus à l'extérieur de cette traduction-là. Au départ, on s'est connus parce que j'avais organisé un truc. J'avais été invité à organiser un truc dans le cadre du Festival Metropolis Bleu à Montréal pour lequel Darby travaillait. Et donc, on a eu une relation là qui était une relation professionnelle finalement. Et à travers le Met Bleu, on a commencé à travailler ensemble dans le travail de traduction vraiment. Puis je sentais que Darby voulait un travail collaboratif aussi. Ça a été nommé assez très tôt dans le processus et je pense qu'on entendait justement très bien sur ce plan-là, sur la genre de méthode qu'on voulait utiliser. Sans que j'aie à le demander, je savais qu'il n'y avait pas à avoir beaucoup de décisions, surtout dans la première année, disons, sans que je sois consulté. J'ai pas senti le besoin d'exprimer ce besoin-là non plus. Et donc, ça s'est fait très naturellement. Ce qui est un peu le propre de la complicité, je pense. Donc, on est comme devenus complices littéraires et par la suite des humains complices, disons. Je posais cette question en introduction parce que vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, évidemment, mais j'ai l'impression que dans un objectif d'être objectif, ou en tout cas le plus possible dans la mesure où l'objectivité est un but impossible à atteindre en soi. Les questions d'amitié sont souvent reléguées à la sphère privée parce qu'on veut proposer plutôt une posture ou mettre de l'avant un ethos d'écrivain ou d'écrivaine ou d'auteur, d'autrice, peu importe, qui fait son propre travail intellectuel et artistique et qui n'est pas à la merci du népotisme, d'un certain népotisme dans le milieu, disons ça comme ça, mais en même temps, il y a aussi des formes d'amitié qui sont essentielles à la création, comme Nicolas, tu le disais tout à l'heure, ou des créations des projets de création dans lesquels l'amitié occupe une place importante, l'amitié ou la relationnalité de manière générale. Donc je trouve intéressant de vous entendre là-dessus parce que c'est pas... il n'y a pas on ne parle pas de favoritisme ou de népotisme dans un cas comme celui-là. On parle d'une collaboration artistique qui se développe en amitié ou d'une amitié qui se transforme en collaboration artistique. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, et là, je vais dire honteux, mais évidemment, je pense que la réponse va être probablement non. Donc, c'est peut-être pas la meilleure question, la meilleure façon de formuler la question, mais comment vous envisagez la place de l'amitié dans le travail de création, alors que le travail de création vise souvent, enfin, dans la manière dont on le présente après, est quelque chose d'extrêmement personnel et individuel aussi. Donc, je ne sais pas si ma question est claire, non, je pense que oui, je vais improviser ma réponse. Mais je pense qu'il y a comme dans le milieu artistique, il y a souvent un genre d'impression qu'on devrait tous être des électrons libres, puis on devrait se trouver en collaboration pure, comme s'il y a une telle chose. Mais dans tout ça aussi, ça fait du bien de se créer des relations au fur et à mesure. Pour un travail comme un travail de traduction, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être essentiellement dialogique dans tout ça. Mais je pense aussi qu'il y a des traducteuristes qui peut-être possèdent une façon un peu plus traditionnelle, qui voudraient pas. Je pense qu'ils auraient l'impression que comme il y a quelque chose qui leur est perdu dans la collaboration. Je pense qu'il y a aussi ça, il y a une anxiété avec
c'est quoi qui va être perdu dans le compromis de la collaboration. C'est sûr que c'est un compromis, mais la traduction, je veux dire, il y a plein d'affaires que Nicolas a faites que je ne peux pas réécrire. Je ne réécris pas le texte. J'en crée un nouveau, mais avec un genre de grosse dette envers le texte de Nicolas. T'sais. Alors, pour moi, c'était beaucoup plus plaisant de faire ça comme ça. Sinon, il y a tellement d'inconnus. Puis l'inconnu comme anxiogène. C'est de dire, j'ai-tu bien fait la chose là, j'ai-tu bien fait la chose là. Soit ça ou je me pose pas la question du tout. Dans quel cas, pourquoi est-ce que je traduis in the first place? Alors, c'est une affaire mène à l'autre, mais évidemment aussi, comme Nicolas disait, on avait eu un petit moment où on avait eu un travail plus comme genre strictement professionnel ensemble. J'ai pu voir qu'on avait quand même un report, qu'on pouvait répondre à nos, like our worries along the way, puis adresser tout ça au fur et à mesure. Puis j'ai pu voir qu'au moins on peut avoir une relation qui était un peu plus hybride, disons, professionnelle, mais aussi avec un brin d'amitié dans tout ça. Puis pour moi, c'est comme, pourquoi faire ces relations-là, puis tout ce travail-là ensemble, si on n'est pas pour au moins s'amuser un petit peu. C'est honteux, là, mais s'amuser un petit peu. C'était aussi ça en partie, je pense, de rajouter un peu de lévité dans tout ça, puis d'accompagnement. Mais sans que quelqu'un sente que c'est moi qui l'ai traduit, Nicolas, on en a parlé, puis on a ajusté certaines affaires, mais sans qu'on ait l'impression qu'il y a quelqu'un qui a perdu leur part du travail dans tout ça. C'est un peu ça ma réponse. Très bien, merci. Et de ton côté, Nicolas? Ben, c'est drôle parce que souvent, quand on parle d'amitié, de relations, de communauté aussi dans différents milieux, dans le milieu littéraire, tout d'un coup, on a peur du népotisme, tu sais, puis ça existe, le népotisme, mais je trouve que pour qu'il y ait un népotisme, il faut qu'il y ait un capital symbolique assez important à gagner de s'entourer de certaines personnes. Je pense que le népotisme existe aussi quand c'est à répétition. Puis je pense qu'on peut parler de népotisme. J'ai l'impression que cette peur-là est basée sur cette croyance que les positions qu'on a dans un milieu, dans le milieu littéraire, sont perpétuelles, qu'elles ne changent pas et que ce sont toujours les mêmes avec les autres. Alors que dans le milieu littéraire, en tout cas au Québec, c'est un milieu particulier, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais dans un très petit territoire, ce qui fait que on se retrouve à porter plein de chapeaux en même temps. Et donc, ça fait que les relations de pouvoir sont toujours renégociées. En tout cas, c'est ce que je souhaite le plus, qu'elles soient le plus souvent renégociées. Je suis écrivain, je suis aussi éditeur. J'étais doctorant jusqu'à pas très longtemps. Maintenant, je suis comme chercheur indépendant parce que j'ai fini mon doc puis je me cherche une job. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte qu'on est devant les autres. On établit des relations dont la relation au pouvoir est changeante constamment. Ce qui fait que devant Darby, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai connu Darby parce que j'ai gagné un prix au Met Bleu et Darby me coordonnait un genre de truc que j'étais invité à organiser. Et puis c'est parce que j'ai gagné le prix au Met Bleu que Darby s'est comme intéressé à ce que j'ai écrit et bon, le reste c'est history. Le rapport de pouvoir est complètement renégocié parce que je suis là l'écrivain qui a gagné un prix, puis tout d'un coup, je me fais traduire, et là, je me fais tout petit, oh mon Dieu, je me fais traduire, c'est la personne qui va me traduire, tu sais. Et donc, tous ces rapports de pouvoir-là qui sont renégociés, qui sont réétablis, fait en sorte que le népotisme est comme un peu pas tant possible, et c'est là qu'on parle de communautés, tu sais, des communautés qui sont au courant des différents rapports de pouvoir, qui les acceptent, les personnes avec lesquelles on accepte aussi de renégocier ces rapports-là. Le népotisme, j'ai l'impression, ça arrive beaucoup lorsque on nie ces rapports-là ou on fait semblant qu'ils n'existent pas. Et que les choses arrivent comme par hasard, tu sais. Alors qu'on est conscient là, que l'amitié peut donner lieu à des choses, tu sais, peut donner lieu à différents projets où ces rapports-là vont être une fois de plus renégociés. Mais je pense que c'est comme ça qu'on crée des communautés aussi, tu sais. On parle beaucoup de bienveillance dans le milieu, on essaie d'avoir le plus de care possible, le plus de bienveillance possible. On ne peut pas avoir cette bienveillance à laquelle on aspire si on fait semblant que les relations affectives n'existent pas entre les gens. Et puis parfois collaborer avec une personne qui devient un ami ou une amie
ben, ça veut dire qu'on va recollaborer ensemble dans l'avenir parce qu'on sait qu'il y a un rapport de bienveillance entre nous. C'est beaucoup moins risqué que de le faire avec une personne qui ne veut surtout pas avoir de relation affective avec l'autre. Je me méfie un peu de ça, en fait. Donc, voilà. Et aussi de comprendre que le geste collaboratif, au moins entre Nicolas et moi, mais au moins, je pense que les deux, de la façon qu'on essaie de procéder en communauté, c'est pas à court terme. C'est pas de dire, il y a un truc transactionnel devant moi que je veux, puis toi aussi tu veux, alors d'accord, on collabore, mais après ça, mange la marde. C'est de dire, non, il y a une relation qui se crée, puis on sait qu'on va encore se voir dans comme 5 ans pour un autre truc, puis il y a quelque chose à entretenir dans tout ça. Je pense que le népotisme, je pense que tu le viens comme le côté communautaire, si on le perd, ça devient, là, je pense qu'on se retrouve, oui, dans le népotisme, qui est vraiment un truc purement transactionnel. Ça veut dire être ami avec moi, ça veut dire que j'ai accès à toutes tes babioles ici, puis si j'ai pas accès, on n'est plus amis. Mais là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je pense dans la communauté, souvent, on va retrouver ces moments-là où est-ce que le rapport a changé, le rapport de pouvoir a changé, puis on va pas essayer de s'imposer avec ces genres d'accès-là, ou est-ce que c'est pas approprié, ou est-ce que ça crée comme un trouble pour quelqu'un d'autre. Puis on va comprendre qu'il y a des limites à tout ça, puis que c'est pas une bonne façon de procéder point à la ligne. Alors, je pense que tout ça, c'est une négociation qui existe dans un vrai travail communautaire, collaboratif, d'amitié, qui existe tout simplement pas dans un frame de népotisme. Oui, puis qui est absolument et complètement informé aussi par des questions de politique. Au sens très large. Je ne parle pas de politique partisane nécessairement, mais ça m'amène à une autre question, en fait, que je voudrais vous poser à tous les deux, parce que la réponse que vous venez de donner à ma première question m'y invite, mais aussi parce que je l'avais prévu, bien entendu, dans le déroulement de la journée d'aujourd'hui, mais vous abordez tous les deux dans votre œuvre, dans vos œuvres, des enjeux importants qui sont liés à des questions immensément politique, éminemment politique, des questions identitaires aussi. Nicolas, par exemple, dans Désormais ma demeure, dont on parle, tu racontes un grave épisode de dépression que tu as vécu et la transmutation difficile en travail littéraire de cet épisode de dépression. Et tu articules aussi dans toute la démarche, tu articules tout ça à des questions de genre, d'orientation sexuelle, de diaspora, qui touchent ton identité dans un texte qui mêle en même temps essai, poésie et photo et qui est rédigé en français principalement, mais aussi avec de l'espagnol. Et Darby, in Bottom Rail on Top, you address the history and the legacy of slavery on Black communities in North America and on yourself as a personal individual through the potential of experimental poetry that you also developed in your previous book. You leave trails for the readers to engage with your process in a way that generate almost like an intimacy with the reader, and that generates also powerful effects. So, la question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est de quelle manière la littérature, individuellement dans vos propres œuvres, mais aussi peut-être à travers la traduction de l'œuvre de Nicolas, si ça s'y prête, mais de quelle manière donc la littérature vous permet d'aborder les traumatismes de l'histoire, ceux de votre histoire personnelle, mais aussi ceux de l'histoire avec un grand H, ou de l'histoire des communautés auxquelles vous appartenez ou dont vous parlez dans vos œuvres. Nicolas. J'ai eu de la misère avec cette question-là parce que le comment, je ne sais pas comment, en écrivant des livres, là. Mais je ne vais pas être de mauvaise foi. Je twisterais la question en disant que les enjeux historiques, politiques, c'est ce qui m'a permis de trouver ma forme. Je trouve que souvent, dans les ateliers de création, des trucs comme ça, on dit il faut que ton projet trouve sa forme et tout ça. Puis ça devient un peu théorique ou en tout cas un peu abstrait. C'est comme trouver sa forme. C'est moi qui la produit, la forme, mais il y a quelque chose qu'on façonne. Et ce qui m'a permis de façonner des formes et qui continue encore à le faire aujourd'hui, ce sont ces enjeux-là. Mais pour répondre à la question de comment, c'est aussi toujours croisé aux enjeux affectifs. Pour moi, les enjeux politiques, historiques, etc., m'intéressent comme militant dans la vie, comme personne engagée dans différentes luttes, mais comme écrivain, c'est d'aborder ces enjeux-là par l'affect, parce que je pense que l'affect n'est pas contraire aux politiques. Je pense qu'au contraire, c'est en abordant
ces enjeux-là à travers l'affect, à travers l'expression subjective de soi, de l'émotion, avec le corps aussi, en mobilisant le corps, en mobilisant la psyché. C'est comme ça que je réussis à donner une forme littéraire qui est même presque performative à mes inquiétudes politiques et historiques. Je dirais ça comme ça. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'écriture de soi, c'est pas des écritures dépolitisées, ce ne sont pas des écritures nombrilistes ou blabla, parce que c'est par l'écriture de soi que j'arrive à façonner une forme qui, elle, est informée politiquement et qui ne considère pas les enjeux politiques uniquement comme des thèmes ou comme des contextes, mettons, mais aussi comme vraiment une façon d'engager le soi dans ces écrits. Ouais, je vais répondre en anglais. Pas de problème. Yeah, I mean, I feel similarly. I think it's, you know, like a book like Bottom Rail on Top, for starters, is this space where the subject matter on one level is just going through all this history, looking at the dominant narratives, looking at the less dominant narratives, bringing them in, holding it all together, bringing these other voices in on top, letting people rifle through it as they go. But it's also very much just this kind of experience of doing that, right? This experience of rifling through those materials and making sense of them. And this, I think, importance of situating the way we do that in a real body in the present here in North America at the, you know, more pleasant end, let's say, of the supply chain. And being real about share the echoes and the connections. There's a reason I'm doing this work. On a personal level, it's very much the racial imaginary I was raised with, this very much capital A American, Black American imaginary. But also there are tremendous contrasts between these kind of lives of enslaved people that I'm looking into and the histories that have been laid on top of them. And my life here and now, you know, thinking about buying sneakers, you know, like it's just a very different kind of life. And the conditions of some of the subjection that I experienced maybe have some connections and some echoes with their lives, but also there's lots about my life that looks a lot more like complicity, right? And it's kind of trying to hold all those things together in a way that if it was just a book about here's what enslavement was, wasn't that terrible? I don't think it achieves those things. And I think we're at the point now where we need to do a little bit more if we're going to actually move forward with these conversations. Especially in Black studies where there's this kind of conflative, and I think very much like emotional, libidinal we that I think you're drawn to. You're drawn to this we of saying, okay, I'm going to draw a straight line between these enslaved populations and like the Harlem Renaissance, and then me, you know, here in the present in academia, writing about this stuff. And it's like, I think it's more complicated. It's a little bit more complicated than that. And I think it's because there's this connection that's deeply sought. But I think it's a more nuanced conversation if you also talk about the discrepancies and the experiential gaps and respect the fact that those people are going through something incredibly complicated. And the philosophical maneuvers to kind of just make it through in the first place as a person, to stay a person and not give into this state of like social death, right? Of I don't exist, I'm an object to this person that claims to own me. Yeah, there's a big gap there, I think. So to acknowledge all that, I think you need to enter this kind of affective space where you admit some things that are maybe uncomfortable and talk about things in a way that's a little bit more multiple. Ben, tu viens de faire le lien avec ce que Nicolas racontait sur l'affect. Si je vous entends bien tous les deux, bien sûr à la lecture de vos œuvres, j'ai l'impression que ce que je vais avancer est vrai, mais ça reste à voir. Hein. Vous pouvez très certainement me contredire, mais dans la manière dont vous mettez en scène comme individu écrivant à travers vos œuvres, bon, d'une part, on a accès à la dimension affective de votre travail. Bon, quand vous la révélez, quand vous dénudez le processus à travers votre écriture, mais en tant que lecteur et lectrice, de notre côté, parce qu'on est témoin de cette expérience affective de l'auteur ou de l'autrice qu'on est en train de lire, on est aussi engagé dans une certaine relation affective, je dirais, avec
avec le texte surtout, parce que bon, que l'auteur ou l'autrice n'est pas nécessairement devant nous, mais on a accès à cette dimension à travers son texte. Et nous, en le lisant, on entre dans un geste de communication dans une certaine mesure. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de l'exprimer, mais vous invitez, en tout cas, je pense, votre lectorat à recevoir avec émotion et à ne pas avoir peur de s'engager émotionnellement dans les œuvres. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là, oui ou non, et pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose une chose à laquelle vous pensez pendant l'écriture, non pas simplement à penser comment la personne qui vous lira pourra réagir, mais comment aménager ces espaces-là dans la littérature, au-delà de simplement le mentionner à travers du langage qui voudrait performer ce qu'il raconte, mais qui est pas engagé dans une transformation du littéraire aussi, parce que d'autre part, vos textes sont absolument hybrides et éclatés tous les deux, ne respectent aucune forme, on en reparlera tout à l'heure, et ne respectent aucune forme, je le dis avec beaucoup de façon très positive. Ce n'est pas du tout une critique que je vous adresse, donc voilà, je vous lance ça comme ça et je vous laisse réagir. Je pense que Nicolas attend que je réponde. Oui, je suis 100% d'accord. Puis je pense que ça vaut la peine de commencer en disant, d'un côté comme de l'autre, c'est éclaté, mais je pense que d'un côté comme de l'autre, c'est excessivement structuré. C'est vraiment de créer un genre d'interface pour le lecteur en général. Puis oui, je pense que c'est un geste d'amitié, même en considérant des publics pour lesquels j'ai pas nécessairement créé le design. On en parlait un peu plus tôt, que ça comme tu te retrouves un peu dans un genre de labyrinthe qui te force à faire certaines manœuvres pour arriver au prochain point, la prochaine partie de l'expérience, disons. Puis dans le cas de mes deux livres, vraiment, il y a ce genre d'engagement-là où est-ce que je demande à ce que mon lecteur fasse des choix qui vont comme dramatiquement modifier leur expérience du texte, en gros. Mais comment faire ça d'une façon que c'est comme, engaging, c'est pas plate. Ouais. C'est pas frustrant, puis toutes ces affaires-là. C'est pas artificiel non plus, parce que ça correspond à ce que ça fonctionne avec le sujet du livre que tu es en train d'écrire aussi. Mais alors que c'est une difficulté qui n'est pas juste pedantic, qui n'est pas juste un truc théorique ou conceptuel, mais une difficulté qui est plus comme un jeu vidéo. Je ne joue pas les jeux vidéo, mais j'imagine que c'est comme les jeux vidéo. Que tu veux trouver la façon de passer au prochain niveau, puis qu'il y a quelque chose qui t'attend au prochain niveau que tu veux. Oui, le lecteur ou la lectrice doit dénouer les apories qui semblent apparaître dans le texte, mais qui sont réglés à même le texte, mais on doit trouver les codes pour pouvoir dénouer ces nœuds. Absolument. Mais aussi que chaque nœud est comme chargé émotionnellement. Que c'est pas juste un nœud, puis tu dis, OK, un autre nœud, je fais un petit nœud, puis après ça, on passe au prochain nœud. Mais qu'il y a vraiment une charge émotive chaque fois, je pense que c'est vraiment important. Au moins, si on est pour faire ce genre de texte-là, éclaté, mais très structuré, puis inviter une certaine genre de générosité de leur part aussi. Là, il y a une confiance dans tout ça, je pense, quand on invite ce genre de geste-là du lecteur. Qu'est-ce que t'en dis, Nicolas? D'accord avec toi. Après, je pense que tes textes, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que ton travail est plus labyrinthique que le mien. Mais on parle un peu la même langue. Mais je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est que ce type de travail-là, ça peut avoir l'air. C'est parce que l'idée, c'est pas d'être cryptique pour être cryptique non plus, là. De faire éclater les choses pour faire comme vous me comprenez pas. Hein? C'est juste c'est de l'arrogance. Et c'est pas ça l'enjeu. En fait, c'est le contraire de ça, à mon avis, l'enjeu. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que il y a dans l'éclatement des formes ou dans l'instabilité ou dans l'indécidabilité des formes, quelque chose d'un peu bienveillant, en tout cas d'un peu accueillant. Parce que je pense qu'en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, que ces formes-là soient rewarding émotionnellement. Rewarding, pas juste genre, tu as retrouvé le trésor à la fin, maintenant tu es plus riche.
comme un jeu vidéo, mais plutôt qu'il y ait au bout de cette recherche et de ce qu'on dit être une exigence, mettons, là, une expérience émotionnelle, une expérience de la vie. C'est un peu quétaine ce que je dis, là, mais vraiment une expérience de la vie qui permettrait idéalement de changer ou de rendre plus clair l'expérience du monde. Je veux dire, c'est gros, là, mais moi, c'est ça l'objectif de ce type de forme-là, à mon avis. C'est comme ça que je pense l'expérience de lecture. Mais c'est pas tant que je pense aux lecteurs et lectrices que lorsque j'écris, parce que je pense l'expérience de lecture comme l'expérience d'écriture. Quand je travaille ces formes-là, c'est exactement dans le même but, c'est-à-dire de faire l'expérience d'écriture, pas une expérience où je craft quelque chose un peu comme un scientifique fou, tu sais, mais plutôt où je suis en train de faire l'expérience émotive, affective, politique du monde. C'est comme ça que je pense à la lecture aussi. C'est un peu overwhelming, là. Parce que c'est un peu exigeant là, de se dire à chaque fois que j'écris, il faut que je fasse l'expérience du monde. C'est exagéré, mais en fait, c'est comme un horizon là, devant moi d'écriture qui recule à chaque pas. J'y atteins jamais, c'est sûr, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un petit chemin qui va vers là, que j'essaie de parcourir quand j'écris. Puis c'est en ce sens-là que je pense que ce type d'écriture-là donne lieu, en tout cas c'est ce que je souhaite, donne lieu à des expériences de lecture qui sont un peu de l'écriture. Je pense que quand on lit les poèmes de Darby, on est un peu écrivaine, quand on essaie de se frayer un chemin là-dedans. Et c'est un peu ce que je souhaite avec mes propres écrits aussi. Pas de partager une expérience, mais c'est de partager un mode d'accès à une expérience. Oui, parce que l'expérience, elle reste individuelle d'abord. Ouais. Mais en fait, et là, je réagis à vif parce que vos réponses à tous les deux me font penser et la fréquentation de votre œuvre m'amène vers cette observation-là, c'est-à-dire que, en tout cas, depuis ma perspective de lecteur, j'ai l'impression que vous n'envisagez pas le littéraire, la littérature et le monde comme étant deux univers complètement opposés, un qui soit absolument intellectuel et l'autre qui soit de l'ordre d'une expérience personnelle. Tu disais, Nicolas, dans ta réponse, c'est un peu quétaine, mais en fait, moi, je vois rien de... Bon, après, je comprends ce que tu voulais dire, la formulation que tu as utilisée peut-être, mais il n'y a rien de quétaine ou de kitsch ou de ridicule à propos de l'idée de vouloir qu'un livre, en tant qu'auteur ou en tant que lecteur, ou peu importe, que le livre nous transforme et qu'il transforme le monde aussi. Ouais. Mais c'est parce que vous êtes tous les deux engagés dans une démarche qui est particulière aussi, qui est éminemment politique, en plus d'être à 100% artistique, et un n'enlève rien à l'autre, mais c'est que j'ai l'impression qu'on a cette interpénétrabilité du monde et du littéraire chez vous, tous les deux, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de possibilité, en fait, d'écrire quelque chose qui soit intelligent et de créer un casse-tête, mais juste pour créer un casse-tête. Il y a une raison pour laquelle vous faites des textes de cet ordre. Il faut qu'il y ait quelque chose pour moi, autant que pour le lecteur, je pense. Il faut qu'il y ait quelque chose à gagner. Un vrai quelque chose à gagner, pas juste comme une petite bébelle à la fin de la chose. Je pense que c'est vraiment important. C'est un autre truc, là, je pense, le plus théorique, le plus académique, le plus comme pro qu'on va. Il y a un genre de honte pour ce genre de truc-là. Quelque chose qui va avoir une véritable intervention émotionnelle, qui laisse peut-être inconfortable, qui cause un lectorat à essayer d'engager un certain genre de complicité ou des sentiments qui ne sont pas résolus. It's messy. C'est pas nécessairement l'affaire qui est la plus élégante non plus, nécessairement. On essaie de rendre ça élégant, mais c'est pas nécessairement la chose la plus élégante non plus. Alors, il y a un vrai risque là-dedans, et pas un risque pour juste un risque pour le risque ou le genre de simulacrum du risque qu'on voit ailleurs souvent, je pense. Ben, là, je vous amènerai avec une prochaine question qui va un peu à l'encontre de ce qu'on vient de dire, mais pas vraiment non plus. Mais c'est-à-dire, là, je veux vous amener à parler d'un sujet qui est absolument et complètement
institutionnel. C'est-à-dire que vos textes, comme je le disais dans la question précédente, ils échappent complètement à la catégorisation en genre littéraire comme le roman, la poésie, le théâtre, l'essai. Vous publiez des livres hybrides. Bottom Rail on Top is a collection of poetry, but with footnotes and a bibliography, but not any kind of footnotes. I'm not going to say too much about it, but footnotes that require the reader to act like a detective in a way. There's also an important visual component to Bottom Rail on Top and to Dream of No One But Myself, so your previous book. Nicolas, on l'a dit, désormais ma demeure, c'est un essai, bien sûr, mais avec une grande hybridité dans laquelle tu fais des références aussi à des textes plus universitaires, plus académiques, mais où tu publies aussi tes propres photographies qui sont des détails de l'intérieur, mais tellement des détails tellement précis que ça devient pratiquement abstrait et il y a de la poésie à travers l'essai, il y a de l'espagnol à travers du français, etc. Donc déjà, bon, il y a quelque chose de très hybride et comme vous disiez tous les deux tout à l'heure aussi, vous travaillez comme auteur comme dans le milieu littéraire, mais aussi dans le milieu de l'édition. Vous connaissez l'importance pour les libraires, pour les bibliothécaires, pour le public des étiquettes, romans, essais, poésie. Et donc, ça vous demande de concilier un peu votre désir d'hybridité ou enfin la nécessité de créer des textes qui ne sont pas catégorisables facilement et l'exigence du milieu de nommer et d'identifier les textes, de leur attribuer un genre. Donc, comment vous gérez cette contradiction ou ce paradoxe? Et est-ce que vous voyez à quelque part dans cette question des liens avec l'identité multiple aussi que vous mettez en scène dans vos... mettez en scène, c'est peut-être pas le bon mot, mais donc que vous explorez dans votre travail et dans votre vie, la multidimensionnalité de vos identités à chacun? Ouais. Grosse question. Grosse question. C'est drôle, Pierre-Luc, parce que tu dis que Désormais ma demeure, c'est un essai. Puis je sais qu'on a eu souvent la conversation, toi et moi, parce que tu as dirigé quand même ce livre-là, tu en as fait de la direction littéraire. Il faut savoir que ce livre-là, moi, je l'ai pensé comme un recueil de poésie d'abord. Puis qu'après ça, j'ai écrit quelques poèmes, puis là, j'ai arrêté d'en écrire, puis je me suis mis à écrire des essais. Puis après ça, une fois que j'ai fait le tour des essais, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois plus honnête, il fallait que j'écrive autre chose, c'est-à-dire les moments où je sortais de la demeure. Et ces textes-là sont devenus des textes qui sont des récits, en fait. Et donc, il y a autant de récits que d'essais que de poésie là-dedans, et aussi des photos. Et puis, je n'ai jamais vraiment pensé ce livre-là comme un récit, ni comme un recueil de poésie, ni comme un livre d'essais. Je l'ai pensé comme un livre hybride, puis c'est bien parce qu'il fallait nommer quelque chose qu'on a un peu décidé que c'était un essai. Puis en fait, la raison pour laquelle, ensemble, on avait décidé que c'était un essai un peu sur le bord de la table rapidement, c'était parce que un certain prix exigeait qu'on appelle ça d'une certaine façon, puis on avait d'abord dit que c'était un récit, puis on dit, il y a des citations là-dedans, fait que t'es mieux mettre dans ça en essai. Puis on a mis ça en essai, puis c'est resté de même. Fait que c'est pour une raison vraiment poche qu'on a décidé un peu que c'est un essai. Et puis par après, moi, j'ai jamais été très à l'aise avec cette façon de l'appeler. Et puis là, il est arrivé deux choses quand même un peu drôles. Ce livre-là était finaliste pour le prix de l'essai de la revue Spirale et en même temps, il était finaliste pour le prix du roman de l'Académie des lettres du Québec. Puis je me disais, bon, ben c'est ça, voilà, ça a gagné le Grand Prix du livre de Montréal et c'est le prix qui donne le plus d'importance aux livres hybrides, aux livres qui se situent en différents types d'ouvrages, de genres. L'année suivante, c'est Good Arabs de Eli Tarek El-Beshelani qui a gagné, qui est un livre de poésie, mais qui est très, 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 très proche du récit, dans lequel il y a des conversations. Cette année, les finalistes, la moitié, ce sont des textes hybrides aussi. Parce que c'est le seul prix, à ma connaissance, qui ne fonctionne pas par genre. Donc, sur le plan institutionnel, Désormais ma demeure, mais plein d'autres livres comme ça sont des problèmes. Parce que à être non-genré ou à se pitcher un peu partout, finalement, ne rentre dans aucune case. Puis moi, ça me dérange pas particulièrement. Je trouve ça un peu le fun. Mais pour moi, c'est pas juste pour le fun que je fais ça. C'est aussi pour moi une façon de... Tu sais, tu te poses la question sur l'identité hybride, là. Il y a ça, effectivement. Je trouve que je décide d'appeler ça comme ça, mais je ne dis pas que c'est ça en soi pour tout le monde. Je trouve que c'est une forme queer d'écrire.
Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi une façon de précariser l'écriture. Je trouve ça très important dans ma pratique de ne pas m'asseoir sur mes certitudes d'écrivain. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'écris, que je suis dans ce milieu-là. Ça fait presque 15 ans que je publie dans le milieu. Et après toutes ces années, après tous ces livres, après toute cette formation aussi, on peut facilement devenir un écrivain qui se dit, moi, maintenant, je sais écrire. Maintenant, je peux continuer, je peux commencer à écrire toujours le même genre de livre et voilà. Puis, j'en connais beaucoup d'écrivains, d'écrivaines comme ça qui voient l'écriture comme quelque chose qu'ils ont mastered. Tu sais. Et l'hybridité, pour moi, m'a toujours servi à faire l'expérience de l'échec de l'écriture, d'essayer de la précariser le plus possible et même de montrer, d'exhiber la précarité potentielle de l'écriture. Comment, en fait, un genre littéraire peut toujours devenir un autre genre littéraire. Et en tant qu'éditeur, j'aime beaucoup ça aussi. Tu sais, chez Triptyque, depuis que je dirige Triptyque, ce sont les ouvrages que j'accepte le plus, en fait. Les ouvrages qui disent c'est de la poésie, mais trois petits points. Tu sais. Puis on lit les poèmes, puis effectivement, tout d'un coup, il y a comme du récit qui embarque. Tu sais. Ou des essais qui vont vers le poème, ou des romans qui vont vers l'essai, tu sais. Qui se disent pas nécessairement hybrides. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à montrer une certaine vulnérabilité de l'écriture, de manière à ne pas s'asseoir sur ces certitudes, mais plutôt pour les revisiter le plus souvent possible. En tout cas, moi, je trouve que c'est la chose à défaut d'un mot plus sérieux, la plus inspirante, mettons, en tout cas, la plus qui me starte, mettons, le plus pour l'écriture. Le moment où je me rends compte que ce serait peut-être mieux autrement ou que ce serait peut-être plus dangereux, plus risqué d'aller dans une autre voie, dans une autre voie VOIA et VOIX, dans un autre langage. Parfois même dans une autre discipline que l'écriture, ce sont des moments vraiment précieux que j'essaie de provoquer le plus possible. Ouais, je pense que ça vient faciliter un genre d'acte exploratoire, qui est plus difficile quand on se dit non, je suis casé dans ma forme, il faut que ça reste dans ces limites-là. Je pense que si je t'ai bien entendu, Nicolas, il y a l'aspect de comme on retrouve la limite d'une forme, alors on passe à une autre forme. Puis après ça, on retrouve la limite de cette forme-là, puis on passe à une autre forme. Puis après ça, on commence à coordonner tout ça ensemble. Puis ça devient un genre de comme, je sais pas, un genre d'enjambment de forme, tu sais. Il y a certainement quelque chose de similaire. Je pense que les deux, ça nous a vraiment pas causé de problème d'écrire de façon hybride. Je pense que c'est plus, je veux pas dire accepté au Québec, mais c'est plus flou, un peu, je pense. Il y a beaucoup de romans qu'on voit apparaître au Québec, probablement, on aurait de la misère à publier ça en tant que roman ailleurs au Canada, par exemple. Je pense qu'une grosse force de la littérature québécoise, ce genre d'appétit pour l'hybridité et l'acceptance aussi jusqu'à un certain level, mais je pense que tu as raison qu'il y a des limites là, dans tout ça. Mais c'est toujours comme passionnant et excitant comme truc quand il y a un bon livre hybride qui sort, puis c'est toujours quelque chose que le monde semble aimer. Alors, il n'y a pas vraiment de risque, je trouve. Mais c'est un peu comme ça me fait penser à ce que Mary Ruefle dit, qui est comme poète américaine. Elle dit, c'est comme, it's poetry because you call it poetry. Alors, c'est vraiment d'écrire qu'est-ce que je vais écrire, de créer la structure que je vais créer, puis quand j'aurai fini, je verrai qu'est-ce que le marché veut de ça. Puis ça finira là. J'ai pas vraiment besoin de m'en faire plus que ça. J'ai pas un gros souci pour ça. J'y pense un peu, mais encore, je veux entrer dans un vrai acte de création. Puis je veux pas juste trouver un gabarit puis filer les affaires dedans. C'est drôle parce que ça revient un peu à comme, au moins côté anglophone, l'historique du roman, l'idée de quelque chose like the novel, something new. Que chaque fois, ça va être une genre de nouvelle forme ou une nouvelle proposition d'une certaine façon. Puis ironiquement, évidemment, les romans, c'est devenu le plus gabarit qu'il y a. De certaine façon, c'est vraiment dur d'écrire un roman, je pense, en partie à cause du gabarit. Mais ouais, c'est ça, c'est I'll write what I will. Puis après ça, si quelqu'un me dit on peut le vendre en tant que roman, je ferai un peu plus d'argent cette fois-là, puis ça finira là. Tu sais, je m'en fais pas trop. C'est vraiment j'essaie de garder le focus sur c'est quoi que j'essaie d'explorer,
What am I trying to figure out? Pourquoi? C'est quoi la meilleure façon de faire ça? Comment recréer cette expérience-là pour un lectorat? Ou les inviter à recréer cette expérience-là pour eux-mêmes. C'est ça qui m'importe. Puis après ça, c'est comme, it's like, it's business. Oui, ben c'est pour ça que je disais, je vous fais sortir un peu du littéraire pour entrer dans l'institutionnel. Ben, je suis très conscient du caractère de ma question. Mais c'est un enjeu important quand même, parce que ça colore quand même notre expérience d'écriture. Puis parfois, on résiste à ça. Parfois, je veux dire, House Within a House a été publié dans une maison d'édition de poésie. Dès que j'ai su que c'était à Brick Books, je m'étais dit, tiens donc, intéressant. Puis c'est tout, sans plus de problème. Mais c'est quand il était publié, puis qu'on en parlait comme un poetry collection, j'étais comme, c'est drôle, hein? Que font-ils, ces personnes-là, qui se disent, je suis en train de lire un livre de poésie, quand on passe d'un récit qui fait 5, 6, 7 pages, puis ensuite un essai qui fait 5, 6, 7 pages, puis après ça, une photo. Je suis comme, ça fait quand même presque 15 pages que tu lis pas un recueil de poésie. Puis, en même temps, je trouve ça vraiment le fun et intéressant qu'on propose cette expérience-là, que le livre soit dans une maison d'édition de poésie, qui soit, c'est écrit poetry sur la couverture, et qu'on force les lecteurs, lectrices à faire une expérience de rupture avec ce qu'on leur a promis. Puis de se dire, plutôt que de me demander si c'est de la poésie ou pas, me dire, comment est-ce que cet essai fonctionne en tant que poème. Je trouve ça comme vraiment intéressant comme question à poser, plutôt que de juste comme arrêter l'affaire. Puis après, je voulais juste ajouter un truc, par rapport à l'hybridité quand on écrit, pour moi, c'est un peu la même chose qu'avec les langues. Il n'y a pas une recette, c'est pas tout le temps la même chose. Pour Des hommes à ma demeure, c'était vraiment une question de... J'avais la sensation d'épuiser le genre dans lequel je m'installais en écrivant. Et c'est à ce moment-là d'épuisement, dans les deux sens du mot, épuisé, c'est-à-dire le vider, mais aussi épuisé, genre je suis fatigué du genre, que je changeais de genre. Et donc, ça s'est écrit dans un ordre assez clair. D'autres ouvrages, comme ma thèse, qui va être publiée l'année prochaine, elle, c'était au contraire, c'était volontaire. Je n'avais pas l'impression d'épuiser le genre littéraire, mais au contraire, c'était au moment où j'avais envie de le casser. Où je me suis dit, OK, là, je casse ça, je vais casser l'essai pour écrire des poèmes. Et là, c'est vraiment des effets d'irruption, d'interruption des genres littéraires. Et donc là, c'était vraiment plus volontaire. Ça devient comme un moment où j'essaie de contrôler l'affaire et en même temps, moi-même, comme me faire une jambette à moi-même, mettons, pour perdre l'équilibre. Parce que ça fonctionnait bien avec l'enjeu de la thèse. Bref, parce que la thèse aussi, ça peut être tout un gabarit, en fait. Pas sur le plan méthodologique, mais aussi vraiment de l'écriture. Ça influence toute l'écriture. Donc c'est ça. Il y a aussi l'hybridité se fait aussi d'un projet à l'autre. Elle ne s'amène pas de la même façon pour moi. C'est comme un élément de nécessité, je pense. C'est sûr qu'on a on s'y attache. J'aime ça. Mais en même temps, les formes que je trouve, c'est par nécessité. C'est parce qu'à un moment donné, je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, qui est permis par ces différentes formes-là que j'essaie de fitter ensemble d'une certaine façon. Je me souviens, j'avais un ami à Vancouver, justement, qui avait lu House Within a House, qui avait beaucoup aimé ça, puis qui s'ostinait avec moi que c'était un roman, puis je disais, OK, c'est correct, c'est un roman. Mais c'est ça qui est beau aussi avec ça, c'est que un lecteur empathique, puis un écrivain qui a bien travaillé la pâte à modeler, ça fait qu'ils vont trouver qu'est-ce qu'ils veulent trouver dans tout ça. Ils vont trouver une forme, ou ils vont trouver une version de la forme pour eux qui fonctionne d'une façon particulière. Je pense qu'il y a ça qui est vraiment intéressant avec tout ça aussi. C'est pas très prescriptif. Non, et la lecture, ça reste une des étapes de la coopération interprétative entre écrivain, écrivaine, lecteur, lectrice. Même si c'est écrit poésie sur un livre ou roman, on peut très bien décider de lire à l'encontre du livre lui-même. Et ben, je ne sais pas si les gens l'ont compris ou le savent, mais Nicolas, tu as parlé de House Within a House, qui est publié dans une maison d'édition de poésie. Donc, je pense qu'à quelque part, il est écrit poetry à l'intérieur. Mais l'original, il est publié sans aucune mention
dimension de genre. Et tu as bien rappelé, Nicolas, la discussion qu'on a dû avoir justement pour soumettre le livre à des prix ou informer les libraires et tout. Mais en réalité, quand on prend l'objet livre entre les mains, on peut le lire d'une manière ou d'une autre et l'expérience peut être différente qu'on le lise comme un poème ou comme un roman. Et même chose, je dirais, dans Bottom Rail on Top. Bon, c'est plus clairement un poème à quelque part à cause de la mise en page, mais en même temps, on a des passages en prose aussi, des blocs de texte et des notes de bas de page. Donc, il y a un aspect aussi qui peut on pourrait décider de le lire comme un essai, simplement un essai, bien sûr, qui conteste le genre, mais d'après moi, la plupart des grands textes, en tout cas, contestent à quelque part leur assignation générique ou s'ils ne la contestent pas, ils font quelque chose avec le genre. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. J'aurais plein d'autres questions à vous poser, mais je veux vous laisser la possibilité de nous lire un extrait plus long de chacun de vos textes que vous aurez choisis. Et après aussi, si on a quelques questions de l'audience. Donc, voilà, je vous céderai la parole pour une deuxième petite lecture, peut-être un peu plus longue que la première, et on va vous écouter avec grand intérêt. Est-ce que, Nicolas, tu voudrais commencer cette fois-ci? Non, j'ai commencé, ouais. Darby, si tu veux commencer, je te suivrai. Vas-y avec Darby. Okay. Alors, je vais lire un autre morceau de Bottom Rail on Top. Je pense que je vais lire, so there's a piece on Harriet Jacobs. I don't know if anybody knows who Harriet Jacobs is. She wrote this slave narrative that for a long time was kind of lost, published in the 1860s, and that was found again by a scholar in the 1970s. And she gets written about a lot in Black theory and in Black studies in general. And usually people focus on the fact that in the process of escaping to freedom, spent something like 7 years in her grandmother's attic, hiding. And it's this focus on this kind of immobility, this immobilizing situation, when really it's, even in the book, it's much more complicated than that. And it tends to ignore the fact that you're literally reading a document that she created, right? It takes this kind of like authorial agency out of it. So this is a piece about her. I'll read my way through the notes and then I'll come back to the poem and then I'll read the prose and that'll do it. And it'll give people a little bit of the taste of these non-footnote footnotes. Not a poem, but if we think of the flesh as a primary narrative, H. Spillers. Not a poem, but that's it, honey, F. Gage. Despite my fantasies of flight, F. Wilderson, between a hawk and a buzzard, M. Robinson, 1851. Not a poem, but Garrett's The Breastwork. Seared, divided, ripped apartness, riveted to Spillers again. An in-between location, M.A. Green Bartit. Not a poem, but an O Christian Mothers. My Own Way to Obtain It, page 155. Not a poem, but neither the brain or talent to write it, 1853. It put a lucky thought into my head, 129. Not a poem, but as good as comedy to me. Not a poem, but made to render them a service, defeat the object that I wish to pursue. Not a poem, but where no eye but God's could see me. Not a poem, but what made me think it was you, and the omission of 1 or 2 passages, the editor. Not a poem, but an assurance of repetition, whispered through a crack. Not a poem, but territory that defies all laws. She has not told the half. Loophole. Not a poem, but alive still. Not a poem, but don't get lost. Pled and poured over, ain't eyes as the hold and still. Not a poem, but Garrett the breastwork. Sojourn the bulwarks, gin a cotton fatherlands, prying in and still. Not a poem,
but Harriet writing about Linda in the shed's crawl space, listening for her kids. Not a poem, but who writing her 7 years, sewed by shingle lights, one hole by gimlet, 2 little faces floating in. Not a poem, but cunning versus cunning. Not a poem, but notes for the flinting nook scrawled in reps. Not a poem, but patient in tribulation, fervent in spirit. Not a poem, but serving the Lord, none but the one writ fatherland's croak, out Aunt Martha's attic. Not a poem, but till the cut breaks, wrote with a prayer, led out of the darkness, wrote faint of body, strong of purpose. Not a poem, but to write at last, past the old place, one last time, by boat, the breeze, and the sunshine. North by fatherlands, 10 days and 10 nights. Not a poem, but the problem of proneness. Not the aftermath of her proneness, of Harriet's forever messed up body, carrying those cramped years of hiding in the family garret, hiding from doctor enslavement. Not the problem of its likeliness either. Of Harriet Beecher Stowe, for one, who wouldn't believe any of her story at first and ask her northerly employer, of all people, to confirm it. The story she wasn't liable to start writing till her grandmother Molly, her stories Aunt Martha, passed back in Everton. But I mean the problem of the story some of us have tried to figure that crawl space is. The scrawl in her head. The desperate quiet to keep up the whatever's between them. The whole while not just bearing fruit and subterfuge one letter at a time. Not just the mess of covert exercises taking her frame to the future in a little sail ship headed north back together, planning forever, dear readership. Not just prone as I am writing this, not just the irony of writing her mouth shut, not just the telling fact of that other Harriet's refusal to write the books forward, but a lot of those inclined to imagine her years in hiding as prone as Winslow Homer's The Gulf Stream maroon. Her toes tucked up on a drifting bit of boatwood, sharks circling as thick as the water. Before they imagine her after, prone as Carrie Jane Marshall's Gulf Stream weekender sailors, given to leisure, almost whimsical, loaded and well. When she's really only as prone as if she's at once the maroon and the sailors, and she's also Marshall and Homer, and she's also more work to come. She's also the sun coming up. She's also watching it come up, writes it down on free soil. I'm unsure how she enjoys the work, but the work gets done. Merci. Merci beaucoup. Nicolas? Oui. Et une sélection de poèmes aussi de Desjardins Valdemar. L'aurore déjà, le soleil perce le rideau de ses rayons insolents et caresse les murs comme s'ils étaient doux. Je les surprends, dia tras dia, en train d'exhiber leur tendresse, tandis que mon regard qui s'ouvre à peine déclare la guerre au monde, commence par le plafond de béton. Le combat sera dur, je me dis, la lucha sera. La lucha, c'est partir au front couché, muselé, la garganta llena de polvo, la gorge pleine de langue, qui se mêle et se répète des mots dia tras dia comme un carré au-dessus des yeux. La garganta llena de phrases d'hier, simples, incomplètes. Le combat sera. Les rayons me parviennent rêches, arrogants. Le plafond, vainqueur. Tous les jours, le matin, le monde mat. Hier, une tornade réduisait une ville à néant. Je le sais parce qu'à la télé, les débris formaient une forêt prête à recevoir de nouveaux corps, de nouveaux bois, de nouvelles eaux,
un peu de goudron qui sera coulé sur l'agonie des survivants et des survivantes. Le silence d'un homme s'harmonise encore dia tras dia avec les prières d'une femme dont la douleur creuse les cernes. Je le sais parce qu'à la télé, la forêt pourtant plate et vaste se densifiait, se gorgeait tous les jours d'un désordre à moitié plein. À l'écran, llantos, rezos, gritos, des ondes que désormais j'envoie au salon en jalousant l'histoire qui ne m'a pas déposé là, en plein dans l'œil de la tornade, en jalousant le destin des sobrevivientes, héroès à la télé, héroès d'arbres déracinés parmi vents et animaux qui passent tout doucement, tendrement, comme caricias que no consigo, parce que les décombres à la télé emplissent l'écran, étouffent ma voix dans cette tormenta qui échoue tous les jours à briser l'insupportable calme du salon. Je dis muet le salon. Mes paroles sont sans écho. Muet, le salon enferme 3 murs et une fenêtre, des images monotones que je vois soudain comme si elles étaient neuves. Ma tête se place entre un mur et un autre, mon corps se tient tout droit comme un trépied devant un cadre, puis le trépied chancelle parce que les reflets font une boucle qui m'entoure, dans le cadre d'autres cadres, et mon visage répété malgré ma voix. Muet, le salon. Mes paroles sont sans écho. Mais cette fois, mon corps répond. Je tombe sur le côté, recroquevillé, les mains plissées, ridées, transparentes à force de ne rien prendre, de ne rien toucher. Ces mains de bébé naissant pourraient me crever les yeux. Je me blottis en position fétale sur ce sol froid et sec, je prends la forme des pieds des vieillards qui ont trop marché, ou de ceux des prisonniers qui tournent en rond entre 3 murs et une grille, qui marmonnent les mêmes phrases jusqu'à ce qu'elles perdent tout leur sens, qui forment des boucles dans l'espace, des boucles dans le temps. Je dis sala d'estar, je traduis le salon, salle d'être, et je me lève, une fois de plus, j'admire le cadre. Je presse le bout de mon index contre la fibre du bois du comptoir, j'ajoute le majeur et lentement j'avance. Les empreintes digitales s'attachent aux veinures comme un train que j'imite. Je dis chou-chou, je dis chou-chou. Les sons s'extirpent de mon corps en de brefs souffles, en saccades, jusqu'au dernier chou, jusqu'au dernier train qui déraille. Mes genoux traînent au sol et ma tête s'appuie contre le coin du comptoir. Je dis ça déraille, ça déraille. Je sens le coin du comptoir s'imprimer sur mon front. Je dis ça déraille, la main droite dans les airs et les doigts nonchalamment couchés sur le comptoir, la main gauche écrasée au sol auprès de mes genoux. Et je sens l'empreinte du coin du comptoir sur mon front s'enfoncer. Et je sens mon poignet gauche au sol se figer. Je cherche mon pouls du regard. Je dis ça ne bouge plus. Je dis cállense, cállense, déjense de gritar. Les secours ne viendront pas parce que les secours n'existent pas. Je dis cessez, je dis crie, cessez de crier. Puis des heures durant, j'attends que nos souffles se fanent, que nos veines s'effacent. J'attends des heures durant. L'agonie a fait de moi un homme patient. Sans entrain, je porte à ma bouche du pain, de l'eau, une pomme. Je réfléchis et j'oublie. Entre ma langue lisse et mon palais de béton, ma bouche enferme un air vieilli. Que he comido? Le pain, l'eau et la pomme demeurent intacts sur le comptoir. Je recommence. Je mange une tranche, je bois, je croque, je parle, la bouche pleine. Ça goûte le terrain vague, je dis. Ça goûte la strie. Je me nourris de lises et de débris, de bois, de verre cassé, de mon propre sang. J'avale, j'expulse, je recommence, dia tras dia, des heures durant. Ça fait des nœuds dans mon ventre, dans mes langues. En el aire ahogado de mi boca, dans l'air condensé de la cuisine. Et sur le comptoir intouché, croupissent les aliments. Le plafond, le lit, le sol, entre eux, dans le noir, mon corps et ma bouche, tout aussi plats, couchés sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Je suis une surface de plus dans cet amas de surfaces empilées. J'ouvre la bouche, échoue à imiter ces voix qui claironnent à mes tympans. Es que no entiendo la esperanza y no reconozco el dolor. Mon mutisme place éparpille parmi les ondes écrasées au beau milieu d'un dispositif instable. L'éveil,
Amoncelle comme un refrain mes infortunes, bras engourdis, cou tendu, tête qui plombe, poitrine serrée, toutes des ruines dont la cacophonie m'enfonce dans une nuit soudaine, un sommeil en soubresaut qui n'est que vide coma, noir sans saillie. Au réveil, je penserai, encore mes verbes sont détruits. Je penserai, esta noche canté, pero hoy de nuevo, je m'effondrerai. Sous mes paupières encore la tempête, bateau, radeau, chaloupe. Le matelas chavire. Je m'enroule dans mes draps et je plonge pour me sauver. Longtemps je gise au sol, le regard tourné vers le béton, égaré dans le temps. Je dis quels seront mes prochains mouvements. J'ouvre les yeux, épuisé, je dis le lit coule, le plafond tire. Je raconte mes cauchemars à une glace contre mon souffle. Ils deviennent alors buée, vapeur, haleine d'un autre temps. Comme un gant, ils me vont et se retournent, fabriquent une nuit délétère et renversent le jour. Les vagues désormais mêlent l'éveil et le sommeil, me tiennent au bord du large, dans une aurore éternelle. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour votre grande générosité. On a peut-être quelques minutes pour des questions de l'audience, donc en personne ou sur Zoom, s'il y a des questions pressantes auxquelles vous voulez obtenir une réponse avant qu'on mette fin à l'événement. On vous écoute, donc si vous avez sur Zoom, vous pouvez utiliser la fonction lever la main. En personne, vous pouvez me faire signe, ouais, je vous verrai. Donc, est-ce que quelqu'un aurait des questions pour nos invités? Ah oui, bon, on a Fanny sur Zoom. Fanny, on t'écoute. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. J'aimerais savoir, est-ce que, et ça c'est une question pour vous deux, est-ce qu'il y a un marqueur qui se manifeste quand vous écrivez, qui dit, OK, je suis satisfait avec ce que j'ai écrit, je suis prête à publier? Je suis curieuse. C'est une question courante quand même. Je sais pas, toi, Darby, je sais pas parce que je sais pas. J'ai pas, en tout cas, je pense que le marqueur est pas tout le temps le même. Je pense que ça dépend du projet sur lequel on travaille. Je pense qu'il y a à la fois de l'épuisement, je suis tanné, plus capable, j'arrive plus à lire. Je pense que le temps doit faire son travail aussi. Parfois, il faut laisser dormir les choses, puis y revenir. Parfois, c'est les autres qui nous le disent, c'est assez, arrête de travailler. Les autres étant la personne qui te lit, un éditeur, une éditrice, moi, c'est mon copain. Bon. Puis, je sais pas, c'est peut-être un peu ésotérique, mais parfois, you just know. T'sais. Des fois, c'est juste un sentiment de... Je pense qu'il y a rien de plus que je vais achever en y travaillant davantage. Ça doit aller dans d'autres mains. Parfois, c'est juste on le sent, c'est tout. Mais tu sais, c'est trompeur parce que parfois je le sens, puis 1 ou 2 mois plus tard, je le rouvre, je suis comme oh no, c'est pas fini. Fait que je sais pas. Mais aussi, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par c'est fini. Parce que parfois, l'écriture est finie, mais la réécriture, elle commence. Parfois, la réécriture, il faut arrêter à un moment donné parce qu'on peut réécrire à l'infini. On peut tout réécrire tout le temps, puis ça peut devenir du zèle et on peut gâcher un projet comme ça. Fait que ça dépend à quel moment, tu sais. Puis je pense que la réécriture, à un moment donné, il faut qu'on ne fasse pas seul. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'aide pour l'écriture. On a besoin de gens qui nous lisent, qui nous commentent, qui nous donnent des conseils, qui sont aussi plus capables de nous dire quand est-ce que c'est fini ou que ce n'est pas. Fait que je pense que c'est pas juste un moment, un avant et un après. Je pense qu'il y a plusieurs moments comme ça qui sont des petites fins jusqu'à une genre de grande fin qui est un peu anticlimatique, honnêtement, là. À mon avis. Je sais pas pour toi, Darby, ou même Pierre-Luc. Ben, je pense qu'il y a souvent, il y a plus qu'une fin. Il y a comme la fin quand c'est juste toi tout seul dans ton bureau, puis tu sais que c'est fini. Puis après ça, il y a la fin quand on a fini avec l'éditorialiste. Après ça, il y a la fin quand on a fini avec le copy editing. Puis après ça, il y a la fin quand on a fait le premier lancement. Puis tu sais, ça continue, puis ça continue. Puis c'est de plus en plus petits coups au fur et à mesure. Tu sais, le vrai gros coup, c'est quand tu es tout seul.
puis tu le sais que tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Puis si tu fais plus, tu vas probablement créer des problèmes plus que d'autres choses. Puis il faut s'arrêter. Aussi, il y a d'autres livres. Hein. Dans tout ça, je pense que c'était vraiment important de se souvenir là, que c'est comme, ah non, il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire, mais c'est comme, est-ce que c'est quelque chose d'autre à faire ici? Il y a ce moment-là qu'on passe de j'essaye d'exprimer quelque chose pour moi, j'essaye d'exprimer quelque chose pour que quelqu'un d'autre y réponde en lisant. Puis dans cet espace-là, là, le deuxième, il y a vraiment des moments où on dit non, ça l'aide pas, ça l'aide pas, ça c'est de trop. Puis qu'on dit non, il faut que j'arrête. Je me souviens, je pense que c'était Gerhard Richter, le peintre allemand. J'aime pas beaucoup parler des peintres allemands, mais on va parler des peintres allemands quand même, qui se faisait poser, when do you know that a painting is done? Puis c'est pour le monde qui ne savent pas, ces paintings, c'est comme du gros squeegee, avec beaucoup de peinture, puis c'est comme on en rajoute, puis après ça on en enlève, on en rajoute, puis il dit just when I don't know what else to do. And then I stop. Avec le premier livre, pour moi, c'était vraiment un épuisement des deux sens. C'est comme, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre dans le réceptacle, hein, mais aussi c'était comment mettre assez que je peux plus penser à quoi d'autre faire avec ce truc-là, que je veux plus parler de ces affaires-là de famille, que je veux plus y passer d'une autre manière, puis on passe à autre chose. Mais encore, il y a eu des moments dans l'édition avec ça que je suis comme, est-ce que je devrais rajouter des petits brins diasporiques? Est-ce que je devrais faire ci, je devrais faire ça? Puis ça, il fallait se dire, non, il y a d'autres livres. On peut penser à autre chose. Puis avec le deuxième, c'était très, très, très structuré. Alors, à un moment donné, c'est comme, non, j'ai rempli le château de sable. Puis c'est juste ça, il y a un brin de plus, puis c'est trop. On passe à autre chose, puis c'est fini là. Mais c'est sûr que ça, c'est un travail d'année, là. Je sais pas combien d'années pour chacun des projets. Ça arrive quand ça arrive. Ça serait le fun qu'il y ait un marqueur évident, là, simple. Un ding. Ding! On a fini. Mais il y a aussi, tu sais, je sais pas, moi je trouve que je pense que je vais dire quelque chose qui va faire en sorte que je vais avoir l'air plus zen que je le suis en réalité, là. Mais il y a comme un lâcher-prise, je pense, qu'il faut avoir. Moi, je sais pas, à force de publier des livres, tu sais, en participant à des lectures comme celle-là, par exemple, où je lis pas des textes en cours, mais vraiment des textes qui ont été publiés, des fois, je vois des choses, tu sais. Je suis comme, ah, ça aurait pu être autrement. Puis, ben, c'est pas grave, c'est pas autrement. Voilà, c'est tout. Puis, il faut juste laisser aller l'affaire. Puis, je pense que ça fait en sorte que maintenant, je sais plus quand c'est fini. Puis, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans le texte que genre, waouh, c'est terminé, plus que c'est le moment où je peux accepter que si c'est comme ça que ça paraît et que je vois que c'était pas tout à fait fini, que ça va être correct. Je vais pas me dire, oh mon Dieu, c'est un échec, tu sais. Je sais pas. Il y a ça. Il y a autre chose aussi, puis ça, c'est là, je mets mon chapeau d'éditeur. Moi, je suis un éditeur qui fait beaucoup travailler les textes quand même aux autoristes. On fait un bon, tu sais, c'est rare les livres qui subissent pas un an et demi de retravail. Tu sais. Et donc, on multiplie les versions. Mais en même temps, c'est comme un équilibre difficile à atteindre, mais il faut quand même l'atteindre parce qu'il ne faut pas non plus gâcher l'expérience d'écriture des autoristes. Tu sais. Puis pour ça, moi, j'ai aucun problème à accepter que le livre, on a arrêté de réécrire quand je sens une fatigue de la part de l'autoriste qui est comme là, si tu me demandes de réécrire, j'aurai plus de fun et ça va gâcher mon livre, puis j'aurai pas de fun au lancement. C'est quand je sens ça, c'est comme OK, on arrête parce que c'est beaucoup plus important. Pas juste le fun, mais aussi la fierté, le sentiment d'avoir accompli quelque chose, que mon regard très subjectif de c'est quoi la perfection pour ce livre-là. Fait qu'à l'inverse, en tant qu'écrivain, je me dis souvent ça aussi, c'est comme est-ce que je suis en train d'arrêter d'avoir du fun puis je tombe du côté du zèle ou c'est encore amusant et explorateur, disons, que de continuer à réécrire. Fait que c'est des questions que je me pose, mais c'est à peu près les seuls marqueurs. Mais honnêtement, c'est jamais le même. Puis ça arrive pas toujours au même moment non plus. Il y a aussi un moment, je réalise, Fanny, qu'on répond à ta question comme 15 fois, là, mais il y a aussi un moment, je pense, parce que là, c'est mon moment zen, où est-ce que l'écrivain qui a écrit le livre est comme plus là. Mm-hmm. Lui aussi, il a été. T'es devenu une autre Cette personne-là est partie aussi. Puis c'est une autre personne qui voit le vieux texte, qui dit, ah, ça, je l'aurais fait différemment, ça, j'aurais changé ça aussi. Puis ça aussi, c'est comme un genre de truc, je pense qu'on apprend avec le temps, de dire, ben non, je suis plus la même personne, je suis plus la même personne. J'aurais écrit tout ça différemment. J'aurais peut-être pas écrit ça du tout, ou non, c'est ça aussi. D'arrêter quand on sent que la personne a été épuisée dans ça.
la pratique a été épuisée dans ça, la pratique de ce livre-là. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant comme réponse. Je pourrais vous poser plein d'autres questions là-dessus, mais une autre fois. On aurait une autre question avant de terminer. Émile, oui? Oui, peut-être dans l'autre sens que Annie posait sa question, on peut voir un livre comme la préface à d'autres livres. Donc, c'est-à-dire, donc c'est un peu à l'inverse de la question de Fanny, mais est-ce qu'on peut dire qu'un livre, c'est la préface à d'autres livres à venir? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, je pense que peut-être un infini qui vient du passé ou quelque chose d'un peu Blanchot. Je ne pense pas nécessairement à Blanchot, mais c'est comme. Je vous laisse répondre. C'est intéressant comme question. Je pense que de plus en plus, peut-être pas avec le premier livre, mais de plus en plus, j'ai comme d'autres livres en branle, j'ai d'autres projets en branle qui sont comme un peu siblings, you know. Alors oui, des fois, il y a un peu ce genre, c'est comme, c'est la première étape, le premier épisode. Puis après ça, on passe à la prochaine épisode. Puis c'est un peu de trouver qu'est-ce qui est comme contiguous dans tout ça. C'est comme, non, ça, c'est comme, ça fait ensemble. Je me souviens, il y avait un moment que je pensais que Bottom Roll on Top, un autre projet qui est d'envergure puis qui va prendre un autre moment à terminer, était comme le même projet, puis ferait toute partie de la même chose. Et j'avais l'impression, en le fond, que qu'est-ce que je travaillais ici était peut-être comme pas assez. Puis j'ai changé d'idée à un moment donné, puis j'ai dit, ah non, c'est deux projets. Alors ça devient un peu comme une préface ou un genre de comme premier souffle d'une idée, puis il y a d'autres souffles qui s'en viennent plus tard, des fois. Moi, ça m'est pas tant arrivé avec des livres, mais là, c'est en train de m'arriver. C'est-à-dire, il y a un livre je vais sortir un livre en mars, un livre de poésie. Je sens que c'était la préface à quelque chose d'autre que j'arrive pas encore à comprendre ce que c'est. J'ouvre la voie d'un affect que j'avais jamais vraiment pensé. Je sens que c'est comme en tout cas un premier pas, puis je pense que l'autre fois, je me suis dit peut-être que je suis en train d'écrire une trilogie, mais non, je suis pas en train de faire ça. Mais c'est ça, il y a comme un peu ce still pending là, qui reste avec la fin de ce livre-là, qui s'est écrit quand même assez vite, mais dont tout le travail est terminé. Là, on a même trouvé la couverture et tout ça. Tu sais. Puis ça m'est jamais arrivé de sentir ça. C'est un sentiment très heureux, en fait. C'est pas malheureux, mais c'est la première fois. Par contre, ça m'arrive toujours avec des courts textes, avec des textes que je publie dans des revues ou dans des collectifs. Souvent, ces textes-là, j'ai quand même le privilège, là, la chance d'être souvent invité à faire ça. Puis moi, j'adore ça, faire ça. C'est des espaces d'exploration vraiment le fun, où j'expérimente des choses que j'expérimente moins dans mes projets plus longs, mais la plupart du temps, ça donne lieu à un projet plus long. Désormais, ma demeure, les premières choses que j'ai écrites, c'était des poèmes. C'est des poèmes qui ont paru dans une revue dans l'Estuaire. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte que ça allait aller à autre chose. Mon livre actuel, c'est la même chose aussi. Donc, je dirais que les textes que je publie dans des collectifs ou dans des revues, ça, c'est un peu des préfaces à des livres plus importants. Avez-vous du souffle pour une dernière question si on fait ça rapidement? Oui, parce que José a levé la main, donc... Et je voulais savoir, est-ce que pour vous, en écrivant, le doute devient un stimulant? Oui. Oui. Je pense surtout avec les deux livres que j'ai écrits, honnêtement, il y a la poésie, l'hybridité, comme le mode hybride ou le mode hybride que je décide, devient un genre de, je sais pas comment le dire bien en français. Like it's like there's an itch I have to scratch, and this is the tool for the scratching. And the itch feels, c'est comme un doute. Souvent, c'est comme un genre de quelque chose qui me tracasse, un problème que je vois mais que j'arrive pas 100% à articuler, puis dire, je sais pas comment le résorber. C'est vraiment un genre d'impasse, mais je peux au moins essayer de décrire le problème.
au moins essayer de décrire la question que j'ai pour le problème. Puis tout ça vient vraiment, je pense, d'un immense doute. Ça peut être hyper générateur, je pense, le doute. Ouais. Pour moi, en tout cas. Ouais, moi aussi, c'est pas mal la même chose. Le doute sur même mes capacités à approcher un enjeu, tu sais, qui me semble trop grand pour moi ou trop complexe, je sais pas par où le prendre. Mais moi, je passe toujours une étape où ce doute-là est tellement overwhelming que bon, peut-être que je suis trop drama queen, là, mais je me dis, voilà, c'est la fin. J'écrirai plus jamais parce que là, il y a des sujets trop compliqués pour moi et donc à quoi ça sert, tata. Puis, rapidement, je me ressaisis mais rapidement, après plusieurs semaines, honnêtement, là, c'est pas des minutes, je me ressaisis en me disant ça, en me disant, ah, mais en fait, la façon de le prendre, c'est justement ça, c'est de nommer ça, c'est de dire pourquoi est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans, le décrire, et de cette façon-là, on perce un trou puis on y va, tu sais. Mais, fait que oui, à partir de ce moment-là, ça devient un moteur d'écriture, mais avant, ça peut être assez tétanisant pour moi, là. En tout cas, c'est le vertige, là. Mais c'est bien le vertige. Ouais. Qu'on est capable, là, quand c'est pas la vraie souffrance, là, c'est bien. Ouais. Tu sais, pour en revenir vite à la traduction, moi, je sais pas comment traduire sans le doute. Je pense que le doute, c'est vraiment ça qui était générateur, puis aussi qui a amené Nicolas à moi à avoir le genre de relation qu'on a eu alentour au moins du travail. C'est de savoir qu'il y a plein de choses qu'on sait pas. Puis de savoir que ça vaut la peine d'y penser, puis de se poser la question, puis de continuer à se poser la question. Puis, je lis souvent des traductions que je suis comme, ouais, il n'y a pas grand doute. Il n'y a pas grand doute dans cette traduction-là, puis ça paraît. Donc, je pense que c'est important, la traduction. Ben, si vous me permettez, je vais répondre à la question du point de vue du lecteur aussi, parce qu'en fait, ben, c'est ce que j'essaie de t'expliquer avant la rencontre. Mon entrée dans l'œuvre de Darby, pour l'œuvre de Nicolas, c'est un peu différent, mais en même temps, il y a des éléments de cette posture-là qui s'y retrouvent aussi, mais il y a une forme de doute qui est extrêmement fertile, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est-à-dire que j'ai lu Bottom Rail on Top avec mon téléphone ouvert sur Wikipédia, un dictionnaire, le Oxford English Dictionary et tout ça, parce que je doutais de ma propre compréhension de certaines choses aussi. Et ce doute-là m'a permis d'avoir accès à ce à quoi je n'aurais pas eu accès si j'avais lu le livre en me disant, ben, soit j'ai tout compris ou j'ai pas compris, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est pas à moi de faire l'effort, etc. Donc, dans la même mesure que ce que vous venez de mentionner, mais du point de vue de l'écrivain ou de l'auteur, mais je pense que cette question du doute, en fait, elle est extrêmement présente dans les arts de manière générale et peu importe où on se situe dans la grande chaîne de production, si on utilise ce terme un peu malheureux, mais ouais, des œuvres où il n'y a pas de doute du tout, ni d'un côté comme de l'autre, ça reste des œuvres assez fermées et dans lesquelles on peut entrer d'une seule manière peut-être et qui nous donne une réponse très claire à la fin, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un? En tout cas, je sais sûrement, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse particulièrement dans la lecture. J'aime bien être dans une posture de vertige aussi. Je suis dans un texte que je ne comprends pas nécessairement au premier abord. Qu'est-ce que j'ai à faire comme lecteur pour y arriver? Donc ça, c'est super stimulant d'être en contact avec des œuvres comme ça qui ne nous prennent pas pour des plots non plus. Bien sûr, ouais, je pense qu'il y a beaucoup comme un espace qui est sans doute est vraiment un espace. Il y a beaucoup, surtout peut-être avec la poésie, mais certainement avec comme la littérature mainstream, je pense, si on peut dire, là. Il y a souvent un genre de comme talking down au lectorat, puis un genre de sous-estimation qui se fait, qui est pas vraiment, c'est pas bon pour personne, c'est pas bon pour moi en tant qu'écrivain, c'est pas bon pour le lectorat non plus, je pense. Ça crée des problèmes. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde sur Zoom, en personne. Merci surtout à Darby et Nicolas de votre grande générosité. Merci. Merci pour les questions aussi. Et avant qu'on se quitte, ben, je vais simplement rappeler notre commanditaire, le gouvernement du Québec, à travers le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, qui nous a permis d'accueillir nos invités aujourd'hui. Et ce soir, pour ceux et celles qui sont à Victoria, est-ce que tu veux dire quelques mots sur l'événement? Oui, ben, je vais être à Planet Earth Poetry à Russell Books à 7h30, je pense que ça commence. Je suis comme le featured reader, donc je vais lire un bon, je sais pas, 20 minutes, quelque chose de genre.
Puis il va y avoir aussi mes livres si le monde s'intéresse, si jamais ils veulent passer. Parfait. Donc, 7 heures, excuse-moi, 7h30, je pense. 7h30, Russell Books sur Yates, si je ne me trompe pas. Mais le centre-ville, c'est 4 rues, vous trouverez sans doute facilement. Et bon, pour ceux et celles qui sont par Zoom, ben, ça ne sera que partie remise. Les œuvres de Darby et de Nicolas sont disponibles dans les bonnes librairies, sur commande, si elles ne sont pas dans les rayons. Et sinon, ben, sur des sites de revendeurs comme leslibraires.ca. Merci encore une fois à tous les deux et merci à tout le monde d'avoir participé en personne comme sur Zoom. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci Pierre-Luc. Bye bye tout le monde. Tout le monde, ben, go. Bye. Au revoir.